Allô, Oui, bonsoir. bonjour à tout le monde qui est connecté ici ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, nous sommes en direct. Donc, je voudrais vraiment prier tout le monde de pouvoir fermer leurs différents micros et tout pour ne pas qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, des grabuge avec notre direct. Donc, merci, comme je disais, de vous être connectés ici ce soir. Moi, je suis donc Laure Epiphanie, CEO de l'Académie Kikenye. C'est donc l'Académie sortant de l'ignorance financière basée au Canada. Donc, ce soir, n'est-ce pas, comme tous les vendredis soirs à 18 h, heure de Montréal, nous nous mettons en ligne pour, n'est-ce pas, partager avec vous un thème bien choisi. Et depuis la semaine dernière, nous essayons, n'est-ce pas, de vous entretenir au sujet de l'immobilier, un sujet très passionnant, n'est-ce pas, que tout le monde raffole, tout le monde voudrait en savoir à propos, tout le monde voudrait s'y intéresser, voudrait se lancer. Et donc, aujourd'hui, nous nous inscrivons donc dans la deuxième séance. La semaine passée, il était question pour nous de pouvoir nous entretenir sur l'achat de notre première maison. Donc, au sujet de l'achat de notre première maison, on a dit de façon générale que ça valait la peine, n'est-ce pas, de se faire accompagner par un courtier immobilier et que c'était important, n'est-ce pas, de pouvoir maîtriser tous les rouages qui tournent autour de l'achat de sa première maison. C'était quelque chose de très important et qu'on devrait prendre très, très au sérieux. Ne pas oublier de toujours négocier tout ce que nous devons, n'est-ce pas, sortir comme à débourser comme argent de notre poche et ne faire confiance à personne, simplement à soi-même d'abord. Donc, toujours d'abord être prêt avant de pouvoir engager quoi que ce soit. Ne pas oublier que l'État, c'est un entrepreneur. Donc, toujours réfléchir et se poser la question de savoir à qui est-ce que profite véritablement ce qui peut paraître souvent comme avantage avant de pouvoir, n'est-ce pas, saisir cette opportunité-là. Ça, c'était ce qu'on se disait la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette lancée-là avec donc le thème sur l'immobilier locatif au Canada. Donc, on va circonscrire, n'est-ce pas, notre problématique dans un lieu géographique qui est donc le Canada, beaucoup plus, j'allais vous dire, la province du Québec et plus précisément dans le Grand Montréal. Donc, pour ce faire, je serai en plateau avec la chamane Laurie Kamlo et Témé depuis les États-Unis, n'est-ce pas? Elle qui va donc être modératrice de cette séance. Et donc, nous aurons également l'assistance de Agnès et peut-être Charles, si jamais ils sont déjà entrés dans la salle, dans le chat. Et puis, nous voulons faire de cette session une session très, très interactive. On ne voudrait vraiment pas que vous subissiez, n'est-ce pas, notre conférence. On voudrait vraiment, nous sommes ouverts à pouvoir prendre vos questions et surtout vos commentaires. Nous nous inscrivons, n'est-ce pas, dans une lignée d'amélioration. Chez nous, la critique, n'est-ce pas, c'est quelque chose de progressiste. On ne voit pas la critique comme quelque chose d'anormal, mais bien au contraire, les critiques positives nous font avancer. Vous allez observer que ce qu'on a fait la semaine passée, n'est-ce pas, on va essayer de l'améliorer cette semaine, question de pouvoir toujours aller de l'avant. Donc, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, je voudrais d'abord qu'on s'entende sur un certain nombre de choses. Moi, je ne suis pas spécialiste dans le domaine de l'immobilier. Ce que j'essaie de faire ici, c'est que je partage avec vous un ensemble de connaissances, de lectures que j'ai dû faire et beaucoup plus mon expérience dans le domaine. Et je le fais pourquoi? Je le fais parce que j'ai l'habitude de dire qu'il y a beaucoup de choses que si j'avais su il y a peut-être 5 ans, je pense que je serais un peu plus loin. Donc, dans le souci, n'est-ce pas, de pouvoir partager avec ceux-là qui, peut-être, n'est-ce pas, n'ont pas encore fait beaucoup d'erreurs,
Donc, nous décidons donc de pouvoir partager ce que nous connaissons avec la communauté. Une fois de plus, nous n'allons pas aller dans tout ce qui a comme subterfuge, dans tout ce qui a comme stratégie assez pointue dans nos différentes présentations, parce que comme vous savez, les stratégies ne se donnent pas à ciel ouvert sur YouTube, mais nous avons, n'est-ce pas, un Google Sheet que nous allons envoyer dans le chat afin que ceux qui sont intéressés à pouvoir maîtriser les méandres des subterfuges vraiment, des stratégies beaucoup plus poussées dans le domaine de l'immobilier, n'est-ce pas, s'inscrivent là-dessus et on pourra, n'est-ce pas, avoir une réunion à l'interne avec ces personnes-là pour pouvoir mieux les outiller à ce niveau-là. Parce que oui, des stratégies assez pointues, on les connaît quand même. Donc, ce qu'on va faire ici, ça va être quand même des choses un peu au-dessus, n'est-ce pas, du général. Question de pouvoir, n'est-ce pas, déjà vous mettre sur la route pour ce qui est de l'immobilier. Et pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème-là? Nous choisissons le thème de l'immobilier simplement parce que c'est un thème assez passionnant et très intéressant. Pourquoi? Parce que dans le domaine, n'est-ce pas, de la création de la richesse, surtout la richesse générationnelle, l'immobilier savait occuper une très, très bonne place. Dans la mesure où, surtout dans les pays occidentaux où nous nous trouvons, c'est souvent quelque chose de très facile à faire. Sauf qu'il faut au préalable avoir des connaissances en lien avec cela. Si on n'a pas de connaissances, ça devient difficile. C'est quand même un des rares domaines dans lesquels on est capable d'aller, n'est-ce pas, prendre l'argent à la banque et puis investir avec l'argent de la banque et faire payer, n'est-ce pas, par quelqu'un d'autre qui n'est personne que notre locataire. Et de cette façon-là, on est capable de se bâtir à la fin de la journée une richesse assez importante en ayant utilisé, n'est-ce pas, ces deux différents leviers pour pouvoir aller grandir et bâtir la richesse générationnelle. Elle est aussi très importante. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de dire que dans l'immobilier, on ne s'enrichit pas tout de suite, mais on s'enrichit sur le long terme. Ça va dépendre maintenant des différentes stratégies qu'on va mettre sur pied pour pouvoir arriver. Et ça va aussi dépendre de c'est quoi véritablement son long terme. Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 25 ans? Tout ceci dépend de ce que vous avez comme ambition avec votre bien. Ceci étant dit, nous allons également vous demander ce qu'on a l'habitude de dire, de demander à notre public de pouvoir prendre, n'est-ce pas, votre cahier et tracer les deux lignes, les trois lignes en fait. Donc, la première ligne, vous allez mettre ce que vous savez que vous savez. La deuxième, c'est ce que vous savez que vous ne savez pas. La troisième, c'est ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. J'ai pensé à cette technique parce que c'est avec quelques mois personnellement, j'ai beaucoup appris. Parce qu'à le faire, à la fin souvent des conférences ou alors des lectures que j'avais l'habitude de faire, je réalisais que ça valait la peine parce que je voyais beaucoup de choses que je ne connaissais pas ou alors que je croyais connaître, mais que j'avais mieux approfondi à la fin, n'est-ce pas, des différents travaux que je faisais. Et ça m'encourageait de pouvoir continuer parce que je voyais les gains. Vous savez que l'être humain, c'est ça. Est-ce qu'il gagne, est-ce qu'il ne gagne pas? Selon qu'il gagne, il est intéressé à pouvoir recommencer l'activité. Donc, je pouvais le faire étant à l'aise. Voilà pourquoi j'ai pensé à vous partager également ce petit truc afin que vous puissiez le faire. Au fil du temps, vous allez vous rendre compte, hein, peut-être nous ayant suivi pendant 6 mois ou alors 1 an que, oh, ça valait la peine. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris et vous allez vous inscrire, n'est-ce pas, finalement, après, comme nous autres, à pouvoir partager. Pensez pas que je vais faire ceci pendant, je sais pas moi, une éternité. J'ai bien besoin d'avoir des collaborateurs avec qui on peut changer, qui pourront également prendre la relève. Ceci étant dit, je vais donc, je pense avoir beaucoup parlé hein, par rapport à cette introduction-là. Je vais remettre le micro, n'est-ce pas, à Laurie, qui est donc enseignante à l'Académie Kikenmie. J'ai oublié de vous préciser aussi que nous ouvrons nos portes le 22 juin. Donc, le 22 juin, nous partons, n'est-ce pas, notre prochaine cohorte pour ceux qui sont intéressés à pouvoir aller plus dans le fond. Ils peuvent donc également s'inscrire dans le Google Sheet qui sera également partagé. Et vous pouvez également me contacter sur WhatsApp au 514-714-3944. Ceci étant dit, Laurie, je te passe la main. Merci. Ok. Merci beaucoup, coach. Bonsoir à tout le monde et j'espère qu'on m'entend bien.
Oui. Ok. Donc déjà, coach, je me rends compte que sur YouTube, le live n'est pas encore lancé. Donc, je ne sais pas si c'est un problème technique ou pas. C'était juste pour te notifier. Bonsoir à tout le monde et très content de pouvoir vous retrouver ce soir pour poursuivre notre échange très enrichissant sur l'immobilier, sur l'investissement dans l'immobilier. Comme la coach Laure nous l'a rappelé, vendredi passé, nous avons introduit comment procéder pour acheter sa première maison. Et nous savons que tous nos sujets concourent à nous aider, à nous outiller à comment faire pour bâtir la richesse et particulièrement la richesse générationnelle. Et ce soir, nous allons plus nous appesantir sur l'immobilier locatif au Canada. Elle nous a précisé qu'on aura un cas précis du Grand Québec. J'espère que je ne me suis pas trompée, c'est le Grand Québec. Excusez-moi, ma géographie n'est pas trop au top. Mais je suis très, très curieuse d'apprendre beaucoup de choses ce soir autant que vous concernant les particularités de l'immobilier locatif. Alors, coach Laure, pourquoi avoir pensé à, de prime abord, débarquer dans l'immobilier locatif? Quelle est la pertinence? Tout à l'heure, c'est vrai, tu nous as parlé de deux leviers, à savoir pouvoir utiliser, se servir de l'argent de la banque et également de l'argent de nos potentiels locataires. Mais maintenant, quelle est vraiment la plus-value de s'intéresser particulièrement à l'immobilier locatif? OK. L'intérêt qu'on peut avoir au niveau de l'immobilier locatif, hein, à ce niveau-là, ça va vraiment être quelque chose de subjectif. C'est d'abord un intérêt pécunier. Ça veut dire que est-ce qu'à travers l'immobilier locatif, on est capable d'aller, n'est-ce pas, créer des revenus passifs. Donc, l'idée très souvent de pouvoir aller vers les revenus, l'immobilier locatif, comme vous entendez, hein, c'est vraiment un immeuble qu'on est capable de louer. Donc, un immeuble fait d'appartements. Ici, nous allons, pour être assez précise, parler, n'est-ce pas, des quadriplex en descendant. Donc, l'idée ici, c'est d'aller, n'est-ce pas, créer ce qu'on appelle des revenus passifs pour pouvoir, à toutes les fins du mois, avoir quelque chose, n'est-ce pas, 1 000, 2 000 dollars pour pouvoir, n'est-ce pas, commencer déjà à avoir un actif. Donc, à travers l'immobilier, on est capable d'aller chercher déjà un premier actif. Et comme j'étais en train de le dire, pourquoi à travers l'immobilier? Parce que justement, l'immobilier, c'est donc le domaine, quand vous maîtrisez et que vous comprenez, vous êtes capable d'aller le faire très, très facilement. Dans le sujet, il était question, n'est-ce pas, de s'intéresser là-dessus et de pouvoir le faire sans sans véritable argent, nous l'avons dit. Mais sauf que il faudrait qu'on soit clair à ce niveau. Quand on dit on va réaliser un investissement sans argent, ce qu'on voudrait dire, c'est que sans argent peut être physique. Parce que oui, ça nous prend toujours de l'argent, mais cette fois-là de façon spirituelle ou alors sur la base des connaissances. Parce que vous ne pouvez pas simplement vous lever comme ça sans avoir des connaissances dans un domaine et penser que vous allez vous jeter dans ce domaine-là facilement. À moins que vous soyez déjà un très gros investisseur et que vous avez, n'est-ce pas, autour de vous une certaine équipe qui est capable d'aller étudier, n'est-ce pas, des secteurs différents dans lesquels ils viennent vous présenter juste, n'est-ce pas, un plan et puis vous acceptez le plan et puis vous décidez de pouvoir vous jeter dans cet investissement-là. Sinon, ça prend toujours de pouvoir avoir des connaissances nécessaires qui sont même la base véritable. Très souvent, l'argent n'est pas le problème parce qu'on est capable de savoir comment faire pour aller chercher cet argent-là quand on a des connaissances. Ça, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Merci. Okay. Merci, coach Laure. Très important ce que tu as dit à la fin, à savoir qu'il s'apprend d'avoir un certain nombre de connaissances pour pouvoir se lancer dans l'immobilier locatif. Alors, à quel moment donc, vu que la création de la richesse générationnelle plus particulièrement,
nécessite de suivre un certain processus. C'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'il est important ou il est intéressant de penser à se lancer dans l'immobilier locatif? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que, en termes d'investissement, ce serait notre premier type d'investissement vers lequel on devra aller? Parce que, également, j'ai noté que tu nous as fait comprendre tout à l'heure que l'immobilier locatif, l'immobilier en général est un investissement qui nous permet de nous faire de l'argent sur le long terme. Donc, à quel moment l'individu lambda pourrait penser qu'il est bon pour lui de commencer de se lancer dans l'immobilier locatif? L'immobilier locatif, moi je dirais à ce niveau que pour se lancer dans l'immobilier locatif, il faut d'abord être capable, il faut d'abord avoir fait sa collecte de données. Première des choses, faire sa collecte de données. Faire sa collecte de données, ça veut dire quoi? Prendre le temps de lire au sujet de l'immobilier locatif. Très important. À quoi est-ce que ça retourne? Quelles sont, moi, les responsabilités que je vais avoir? Est-ce que je maîtrise toutes les lois ou du moins la grande majorité, n'est-ce pas, des lois qui tournent autour, n'est-ce pas, qui régissent, j'allais dire, qui régissent, n'est-ce pas, qui régissent, n'est-ce pas, le locatif dans la localité dans laquelle je voudrais m'investir. Si on parle par exemple du Québec, est-ce que je connais l'ensemble des lois, n'est-ce pas, qui sont les miennes, que ce soit les droits et les devoirs, moi en tant que bailleur, est-ce que je connais ce que j'ai comme loi, comme responsabilité envers mon locataire? Donc ça, c'est très important de le connaître. Est-ce que pour pouvoir le connaître, ça va me prendre un peu de temps? Oui, je ne vais pas arriver aujourd'hui tout de suite et puis décider de me lancer le lendemain. Ça va me prendre un peu de temps pour pouvoir maîtriser cela. Est-ce que j'aurais besoin d'avoir d'abord une expérience ou alors de m'entourer des personnes qui l'ont déjà faite pour pouvoir aller collecter le maximum d'informations auprès d'eux avant de me lancer? Ça, c'est quelque chose que je devrais aussi déjà avoir fait. Dans toujours la collecte de données, je dois également définir pourquoi est-ce que j'ai besoin de me lancer dans l'immobilier locatif, moi personnellement. Qu'est-ce que je recherche? Parce que en définissant ce que je recherche, ça va m'orienter à savoir exactement si moi, mon plan dans l'immobilier, ça va être un plan sur 5 ans, ou alors ça va être un plan sur 10 ans, ou alors ça va être un plan sur 25 ans. Qu'est-ce que je m'en vais chercher à l'intérieur? Si je m'en vais, par exemple, chercher des garanties dans l'immobilier locatif, alors je ne pense pas que ça va aller, par exemple, sur 10 ans ou sur 25 ans. Si c'est parce que je pense que je voudrais, et en plus, ça va dépendre, parce que si c'est parce que je m'en vais chercher des garanties, maintenant, ça va déterminer le type d'immobilier vers lequel je devrais me lancer. Si, par contre, je suis en train d'aller dans l'optique d'aller chercher tout de suite, d'avoir suffisamment de revenus locatifs mensuels, à ce moment-là, ça devrait aussi déterminer, n'est-ce pas, le moment dans lequel tout ceci, ça rentre dans ma collecte de données. Ça doit être préalablement défini. Pourquoi est-ce que je m'en vais vers l'immobilier locatif? C'est-tu pour un revenu passif tout de suite qui m'intéresse ou alors c'est parce que je veux utiliser cela comme levier pour pouvoir que ça me serve de garantie auprès des banques? Ça, je dois également avoir déterminé au préalable. Ensuite, dans quelle localité, dans quel coin est-ce que je devrais me situer? Parce que selon les ambitions que je suis en train de viser, ça va également définir le lieu en même temps qui m'intéresse. Parce qu'il y aura des lieux où je pourrais avoir un immeuble dans lequel je pourrais avoir des bons prix au niveau de mes loyers, pendant qu'il y a d'autres coins où je pourrais avoir un immeuble où parfois ça va être difficile de pouvoir louer. C'est-à-dire où je pourrais avoir, c'est sûr que pour le moment, ce n'est pas des problématiques qu'on vit, étant donné que nous sommes en pleine crise immobilière. Et je voudrais aussi dire que si même nous choisissons le sujet de l'immobilier, c'est parce qu'en pleine crise immobilière comme celle-ci, c'est à ce moment-là qu'on fait beaucoup d'opportunités, que l'immobilier représente beaucoup, beaucoup d'opportunités. Souvenez-vous, c'est toujours en période de crise qu'on s'en va faire, n'est-ce pas, des gains.
Chaque fois qu'il y a des crises, c'est à ce moment-là qu'on fait de l'argent. On ne fait pas de l'argent en temps normal. Donc, toujours se bouger. La période où il y a des crises, c'est à ce moment-là qu'on peut faire de l'argent. Ne jamais oublier cela. Donc, quand est-ce que je devrais donc, n'est-ce pas, me lancer dans l'immobilier locatif? Je voudrais dire que quand ma collecte de données à ce niveau-là est suffisamment faite et que je suis prête à ce moment-là de pouvoir avoir un immeuble que je peux donc, n'est-ce pas, assumer les responsabilités en lien avec. Et à partir de là, je peux donc décider de me lancer dans l'immobilier locatif. Très souvent, on prend d'abord une maison, hein, on s'habitue, on comprend c'est quoi tous les thèmes techniques, hypothèques et tout, étant donné que nous venons, n'est-ce pas, très souvent des communautés où c'est pas la même façon de faire hein, au niveau de l'immobilier. Ça fait que tout le jargon qui, n'est-ce pas, tourne autour de ce domaine-là, parfois même est nouveau. Donc, il faut très souvent faire des petits pas. J'ai d'abord une maison ou alors un premier duplex et par la suite, je suis à l'aise de pouvoir aller vers un quadruplex. Ou du moins, je m'entoure des personnes qui y sont déjà et après avoir fait mes lectures, je peux maintenant leur poser des questions. Et à ce moment-là, je peux me lancer tranquillement dans l'immobilier locatif. Merci. Ok. Merci beaucoup, Coach Laure. Déjà, merci beaucoup, CEO, pardon. Tu as indirectement répondu à une question que j'allais poser, à savoir, ayant parlé de l'acquisition de la première maison la semaine passée et aujourd'hui d'entamer l'immobilier locatif, je voulais justement demander pour quelqu'un qui déjà a acheté sa première maison, après, comment est-ce qu'il peut se projeter pour commencer vraiment à faire du locatif? Il est vrai que la semaine passée, tu nous donnais également le conseil hein, de penser à prendre un multifamily home. C'est une partie qui pourrait être directement mise en location pour pouvoir amortir l'hypothèque. Bon, disons que la personne a déjà pris sa première maison, mais n'a pas forcément pensé à aller sur un multifamily home. Après combien de temps ou bien qu'est-ce qu'il faudrait? C'est vrai, il a déjà fait cette collecte de données-là. Sachant qu'il est déjà dans une hypothèque, comment est-ce qu'il fait pour se positionner à dire je commence l'immobilier locatif? OK, ça c'est une très bonne question. Donc, quand quelqu'un a déjà son unifamilial, hein, comme on a l'habitude de dire, et là sa maison unifamiliale, et puis elle se dit, écoute, il va falloir que ça commence à m'intéresser de pouvoir faire de l'argent dans l'immobilier. Très souvent, quand vous avez déjà fait 5 à 7 années, 5 à 7 années est parfois assez suffisant pour aller faire ce qu'on appelle un refinancement de votre maison. C'est sûr que à la période que nous vivons actuellement, les gens sont en train de refinancer les maisons, même après 1 an, 2 ans, hein, 1 an gros max, les gens, même après 6 mois, les gens sont en train de refinancer des maisons et réussissent à se faire beaucoup d'argent. Parce que, comme j'étais en train de vous dire, nous sommes en pleine crise immobilière et c'est maintenant qu'on fait les affaires dans l'immobilier. Sinon, en temps normal, on va vous demander d'attendre 5 à 7 années parce que après 5 à 7 années de votre unifamilial, vous avez déjà contribué, vous avez déjà cotisé, vous avez déjà déposé un bon cachet qui parfois peut tourner aux alentours de 100 000 selon que vous étiez en train de faire vos versements. Donc, très souvent, quand vous prenez votre première maison, qui est donc une unifamiliale, si vous avez dans la tête que vous allez passer vers l'immobilier locatif, parfois vous prenez ce qu'on appelle un prêt ouvert, où vous êtes capable de pouvoir rajouter de l'argent à l'intérieur. Question de vous faire un bon petit pactole, le moment de refinancer votre maison, quand vous irez refinancer, vous allez refinancer votre maison et vous serez capable d'avoir un bon cash down qui pourra vous permettre, vous servir maintenant de mise de fonds de cet immeuble-là, sans véritablement vous casser. C'est-à-dire que c'est toujours l'argent que vous avez mis dans votre unifamilial, que vous repartez voir le banquier, vous lui demandez de refinancer votre maison, ce qui se fait très bien, hein, parce que quand il refinance la maison,
ils s'en vont chercher au moins 80%, n'est-ce pas, de ce que vous avez déposé avec la nouvelle évaluation de la valeur de votre maison. Si votre maison était, par exemple, vous avez acheté à 250 000 et qu'aujourd'hui, elle vaut 350 000, ils vont partir sur le 350 000 et iront chercher, n'est-ce pas, le 80% de ce que vous avez déjà mis pour pouvoir, n'est-ce pas, vous le redonner et que ça puisse, votre maison sera réévaluée, bien sûr, à 350 000. Donc, probablement que les traites, n'est-ce pas, que vous devez payer mensuellement vont pouvoir augmenter. Mais sauf que si vous êtes en train de prendre votre mise de fonds, ce montant-là pour aller investir, vous pourriez, n'est-ce pas, prendre l'argent de ces loyers-là pour pouvoir aller reverser sur l'augmentation qui vient d'arriver sur votre maison unifamiliale, sur la valeur de votre unifamiliale. De cette façon-là, vous pouvez donc acquérir comme ça un immeuble, n'est-ce pas, à revenu. Et ce qui est le plus intéressant à ce niveau, c'est que vous vous rendez bien compte que vous venez là d'augmenter vos avoirs. Ça, c'est un peu ça, c'est vraiment sur ce que je voudrais insister. Parce que souvent, on ne perçoit pas cela. On se dit, non, vous venez là vous aviez tantôt une maison, c'est-à-dire qu'un avoir de 250 000, non seulement vous êtes passé à un avoir de 350 000, mais peut-être que le cash down que vous avez eu, tantôt on va parler peut-être de la mise de fonds et puis on verra, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire exactement. Mais ce nouvel immeuble que vous venez d'acquérir, mettons que vous l'avez acquis, je ne sais pas moi, à 1 million ou alors à 700 000 ou 800 000, vous venez tout de suite de passer de 250 000 à 350 000, puis à 750 000. Ça veut dire que vous êtes pratiquement à 1 million quelques de ce que vous avez comme avoir. Donc, c'est vraiment magique, c'est intéressant. Donc, vous voyez que si vous êtes en train de vous inscrire dans le sens de pouvoir lever des fonds ou alors dans le sens de pouvoir avoir des garanties, vous venez d'avoir de très belles garanties. Donc, c'est vraiment important, c'est assez intéressant sur le plan pécunier de pouvoir faire ce genre de gymnastie-là. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Merci beaucoup. C'est tellement captivant cela parce que j'imagine que dans notre communauté, beaucoup ont beaucoup d'appréhension concernant le domaine de l'immobilier locatif. Ça reste encore comme un mystère, ça reste encore comme quelque chose qu'on ne peut pas appréhender, pardon. Et de savoir qu'à travers cet immobilier, c'est un moyen pour nous, n'est-ce pas, de pouvoir lever des fonds. C'est un moyen pour nous d'augmenter nos avoirs et sachant que ces avoirs constituent des garanties, et on le sait partout dans le monde, l'immobilier reste l'une des meilleures garanties possibles qu'on peut proposer lorsque on veut mettre en place certaines activités. Coach Laure, nous sommes CEO, pardon, excusez-moi, nous avons décidé de démystifier l'immobilier locatif. Vraiment, CEO, dis-nous donc, quand on parle de mise de fonds, je sais que beaucoup parmi nous ne se visualisent même pas en train d'évoluer dans ce domaine d'activité-là. Parce que quand ils pensent à la mise de fonds, ils se disent, où est-ce que je vais prendre tout cet argent? Comment faire pour avoir une mise de fonds? Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le minimum pour avoir une mise de fonds et pouvoir se lancer dans l'acquisition d'un immeuble? Parce que là, on parle d'un immeuble ici. À ce niveau-là, au niveau de la mise de fonds, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. Vraiment, il y a plusieurs options. Et comme je vous ai toujours dit, il y a des options trop stratégiques qui sont vraiment difficiles à pouvoir, n'est-ce pas, venir mettre comme ça sur YouTube en live. Et je vous ai dit qu'il y en a s'il y en a qui sont intéressés, n'est-ce pas, qui s'inscrivent, on pourra, n'est-ce pas, parler de ça dans un milieu beaucoup plus restreint. Mais on va quand même dire des choses. Hein. Donc, pour pouvoir avoir la mise de fonds, prenons le cas où on prend peut-être un immeuble, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler d'1 million, peut-être parce que c'est un chiffre rond et parce qu'au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, un quadriplex, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on se situe, hein? C'est vraiment à ce niveau-là. À ce niveau-là, je peux vous présenter deux techniques. La première technique, c'est que
Si vous avez, n'est-ce pas, votre maison unifamiliale, comme on s'est dit tantôt, vous pouvez aller prendre, vous pouvez aller la refinancer et du coup, vous avez de l'argent pour pouvoir aller mettre mise de fonds. La mise de fonds, normalement, pour un quadriplex en descendant, c'est 20%. Ça veut dire qu'il vous faut 200 000 $ pour pouvoir avoir votre quadriplex. Et si vous voulez, on peut prendre aussi quelque chose de moins bas. Comprenez simplement que c'est 20%. Ça veut dire que si on se ramasse avec 500, ça coûte 500 000, on devrait, n'est-ce pas, être capable d'avoir le 20% de 500 000, donc 100 000. Donc, vous pouvez aller vous servir de votre première maison pour pouvoir le faire. Mais sauf qu'une astuce que vous pouvez utiliser, c'est que vous pouvez également décider de vivre dans ce nouvel immeuble-là. Vous pouvez décider de vivre. Vous savez que vous pouvez décider de vivre sur papier comme physiquement. Vous pouvez décider d'aller vivre dans cette nouvelle maison. Si vous décidez d'aller vivre dans cette nouvelle maison, au lieu de mettre 200 000, vous allez mettre 10%. Donc, pour un immeuble de 500 000, vous venez de diviser par 2 votre mise de fonds. Donc, vous passez de 100 000 à 50 000 parce que vous allez l'utiliser. Parce que vous allez utiliser, n'est-ce pas, votre immeuble. Et c'est sûr, comme je disais tantôt, que oui, on a la possibilité de pouvoir le faire également sans avoir mis un coupec là. Mais ceci, j'insiste encore, c'est vraiment beaucoup plus avec les connaissances qu'on a et aussi des stratégies beaucoup plus poussées qu'on pourra, n'est-ce pas, définir, décortiquer, n'est-ce pas, dans cet autre Zoom où on sera en famille. Donc, 2 techniques. La première technique, c'est je m'en vais refinancer ma maison. Je m'en vais refinancer ma maison. Et tant que je suis dans une unifamiliale et que je pense à pouvoir aller vers l'immeuble locatif, je prends un prêt ouvert dans lequel je peux rajouter de l'argent. Est-ce que je passe mon temps à prendre l'argent dans ma carte de crédit pour pouvoir aller mettre dans mon hypothèque? Non, parce que ça va toujours diminuer au niveau de ma mise de fonds. Donc, je considère, n'est-ce pas, mon immeuble, ma première maison, comme étant, n'est-ce pas, comment est-ce que je voudrais l'appeler? Comme étant la mère poule, là. Donc, je la nourris, je passe mon temps à la nourrir, à la nourrir, à la nourrir, jusqu'à temps que je vois que j'ai un cash down qui est intéressant. Et surtout dans ces périodes-ci, ça, c'est le très, très bon moment. Parce qu'on est dans une crise immobilière et les maisons sont en train de flamber complètement ici au Canada. Donc, c'est le moment d'aller réévaluer votre maison, aller chercher le cash down et aller investir dans ce que vous voulez. Parce que cet argent-là, de toutes les façons, j'ai l'habitude de dire, si vous ne le prenez pas, il ne sert à rien parce que vous êtes en train de le déprécier. Avec l'inflation, après 25 ans, écoutez, si on vous remet 250 000 ou alors 200 000 ou 100 000 que vous aurez pris aujourd'hui, écoute, l'inflation va rattraper tout cela, vous n'aurez pas fait de gain. Donc, ce n'est pas dans votre intérêt de pouvoir toujours déposer cet argent, laisser cet argent-là là-bas en banque, ça ne sert à rien. Vous pouvez aller le chercher. Vous pouvez également vous mettre ensemble. Ça aussi, c'est une autre technique. On peut se mettre ensemble et pouvoir, chacun avec une modeste contribution ou alors avec, n'est-ce pas, son bagage, aller chercher de l'argent pour pouvoir aller mettre notre mise de fonds. Maintenant, si vous décidez de vivre dans cette maison-là, vous venez encore de diviser votre mise de fonds en 2 et vous pouvez maintenant aller avec un 10%, aller prendre un immeuble, donc avec 50 000. Vous vous ramassez à avoir un immeuble qui coûte par exemple 500 000. Vous l'avez, puis vous êtes capable de vous faire très souvent, on a l'habitude de le dire, c'est parce qu'on ne paye plus de loyer. Donc, dans ces conditions-là, vous commencez à vous faire, n'est-ce pas, tranquillement, vos revenus passifs. Ça, c'est ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Okay. Merci beaucoup, CEO. Est-ce qu'il y aurait, au-delà des moyens de trouver la mise de fonds, est-ce qu'il y aurait encore d'autres stratégies pour minimiser davantage cette mise de fonds? C'est sûr que pour la minimiser, déjà, on peut ne pas payer le 20%, on se ramasse au 10% parce qu'on va vivre dans cette maison-là, parce qu'on peut avoir un membre de sa famille qui va y vivre. Ça peut ne pas être moi, ça peut être un membre de ma famille qui va vivre à ce niveau-là. Ça me permet encore de diminuer ma mise de fonds. Ou alors, je peux simplement
recevoir, hein, vous voulez vraiment que je parle. Vous pouvez simplement recevoir, n'est-ce pas, un don avec lequel vous pouvez aller également, qui peut vous servir, n'est-ce pas, de mise de fonds. Quand je dis recevoir un don, c'est parce que je peux pas aller vraiment plus en détail là-dedans. Et ça vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir avoir une mise de fonds. Comme je vous ai dit, c'est pas ça qui est impossible. Ce qui est important, le plus important pour se jeter, n'est-ce pas, dans le revenu, dans l'immobilier locatif, je vous le dis, le plus important, c'est ce que vous avez comme connaissance. C'est ce que vous avez comme connaissance autour de cela. Même si vous pensez vous faire de l'argent dedans, ça dépend encore de vos connaissances. Si vous n'avez pas suffisamment de connaissances à l'intérieur, parfois vous allez vous demander qu'est-ce qui s'y passe. Mais quand vous avez des connaissances, vous les avez. Et vous êtes capable de manager très, très bien. Et ici, tantôt, on était en train de parler d'immeubles et on demandait selon. On peut aussi vous parler très souvent des cas, par exemple, des lofts. Est-ce que c'est dans ça que vous voulez faire? C'est-à-dire que faire des rénaux, des anciennes, prendre des maisons, faire des rénaux et puis les revendre et tout. Ça aussi, c'est différent. C'est d'autres formes d'immobilier locatif. C'est d'autres formes dans lesquelles on est capable d'aller faire de l'argent. Mais dans ce domaine-là, ça vous demande d'être quand même de bons techniciens, d'être, n'est-ce pas, des personnes qui maîtrisaient assez manuel pour pouvoir aider à minimiser un certain nombre de travaux. Une fois de plus, stratégique, le lieu dans lequel vous achetez. Une fois de plus, clarifier, est-ce que je veux aller chercher de l'argent tout de suite du cash down ou alors je voudrais m'accumuler suffisamment de garanties pour pouvoir lever les fonds. Merci. Merci, CEO. Nous avons suffisamment fait le tour de la mise de fonds. J'aimerais savoir, concernant le courtier immobilier, la semaine passée, on a parlé d'abord de l'agent hypothécaire pour tout le tralala dans l'acquisition de la première maison. Mais sur le terrain, il est conseillé de travailler avec un courtier immobilier. Quel est son rôle maintenant dans l'immobilier locatif? En quoi est-ce qu'il est utile? Quel est le plus qu'il peut nous apporter? Est-ce qu'il faut se fier essentiellement à ce que l'immobilier immobilier nous donne comme information? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Théo? Au niveau du courtier immobilier, à différencier, n'est-ce pas, du courtier hypothécaire, qui, lui, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui travaille à la banque et qui vous aide à pouvoir avoir le bon taux. Son rôle, c'est d'aller vous trouver un bon taux d'intérêt pour le courtier hypothécaire. Vous venez le voir et puis vous dire, selon votre situation, il peut vous trouver un bon taux et il peut également vous trouver un bon montant selon votre situation. Ça, c'est son rôle. Maintenant, sur le terrain, vous avez ce qu'on appelle un courtier immobilier. Dans l'immobilier locatif, je vous dirais que, une fois de plus, quand vous êtes novice, c'est votre premier immeuble, prenez le courtier immobilier. Très important. Qu'est-ce qui est important dans votre courtier immobilier? Ce qui est important dans votre courtier immobilier, c'est son expérience. Un, son expérience. Deux, son réseau. Ce qui vous intéresse, c'est l'expérience de votre courtier immobilier. Et de deux, c'est son réseau. Il va falloir que vous vous servez de ces deux éléments-là pour pouvoir définir le courtier immobilier avec lequel vous allez travailler. Parce qu'il peut vous faire toute la différence sur le terrain. Vous arrivez, par exemple, vous voulez acheter un immeuble. Puis vous arrivez, vous regardez l'immeuble et puis vous voyez le montant que vous devez mettre de mise de fonds. Et quand vous faites vos calculs, vous vous rendez compte que non, je ne m'en sors pas. Je ne peux pas prendre cet immeuble-là parce que si je prends cet immeuble avec le montant que j'ai, je ne serai pas capable, il ne pourra même pas se financer. Maintenant, quand vous avez la chance d'avoir un bon courtier immobilier, lui va regarder, il va vous dire non, c'est faisable parce que vous avez vu ce garage-là, vous êtes capable de transformer ce garage-là et puis ça vous fait un 2,5 ou un 1,5. Comment ça? Voilà, vous pouvez mettre une porte ici, vous allez créer une cuisine ici. J'ai toute une équipe qui pourra vous le faire, ça va vous revenir à tel montant.
Et comme ça, vous venez d'avoir une nouvelle pièce dans cette maison-là. Ça se fait. Et dans ce coin, ça va vraiment se louer comme il se doit. Et voilà un nouveau montant que vous venez d'aller chercher, que vous mettez. Or, vous seul avec vos yeux, vous n'êtes pas capable d'aller véritablement trouver, voir comment est-ce que vous êtes capable de transformer, de créer cette nouvelle pièce dans cet immeuble que vous êtes en train de voir, qui à vos yeux ne peut rien vous rapporter. Et en plus, il est capable, vous pouvez être en train de focuser, n'est-ce pas, sur des éléments qui sont très, très inutiles. Hein. Quand je dis inutiles, qui ne sont vraiment pas des éléments importants. Et à lui, vraiment, avec son expérience, de vous dire, mais non, ça, c'est rien. C'est sûr que si vous mettez un coup de peinture ici, une petite déco, vous rafraîchissez cela à l'instant, vous allez vous faire, n'est-ce pas, vous allez vous faire une plus-value sur cet appartement-là. Ne vous en inquiétez pas. Dès que vous allez passer un coup de peinture blanc qui va vous coûter comme ça, voilà ce que vous allez retrouver à la fin. Donc, des petits calculs comme ça, avec l'œil, il est capable, n'est-ce pas, de, quand vous ramassez à vouloir acheter un immeuble et puis vous vous inquiétez, est-ce que je vais m'avoir un locataire? J'ai le locataire qui est en train de me dire qu'il s'en va. Il va vous dire, c'est une bonne nouvelle. Parce que là, vous allez augmenter votre prix tout de suite s'il s'en va. Pourtant, s'il reste là, n'est-ce pas, selon la réglementation, vous ne pouvez pas augmenter plus que selon les cas, parfois c'est 2 points quelque chose de pourcent que vous ne pouvez pas augmenter sur son loyer. Parfois c'est 10%, parfois c'est 15%, selon les cas. Or, s'il s'en va, ça vous fait du bien, vous pourrez augmenter comme vous voulez parce que c'est un nouveau locataire. Vous pouvez rattraper, n'est-ce pas, les prix selon le marché. Donc, ça vaut vraiment la peine quand vous êtes en train d'aller chercher un immeuble locatif pour vous faire de l'argent, d'avoir avec vous un courtier immobilier expérimenté et qui a un réseau dans lequel il est capable, c'est-à-dire il peut vous emprunter son réseau, il peut vous intégrer dans son réseau. Son réseau, ça va être qui? Ça va être des personnes, son équipe qui viendra faire des travaux dont il est en train de vous dire. C'est déjà ça. Son réseau, ça va être qu'il peut même avoir lui-même des courtiers immobiliers auprès des banques avec lesquelles il travaille. Il peut vous aider à trouver des bons prix. Et puis, tantôt on parlait des mises de fonds. Je vous ai dit que ça va se dire, n'est-ce pas, dans un Zoom privé parce que oui, à ce niveau-là, il y a aussi une belle marge de manœuvre que vous êtes capable d'aller chercher à travers, n'est-ce pas, toutes ces personnes-là et pouvoir bonifier, n'est-ce pas, votre mise de fonds. Ça, c'est aussi très, très faisable. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de prendre un courtier immobilier, mais ce que vous partez chercher dans votre courtier immobilier, c'est son expérience et son réseau. Prenez la peine de faire vos propres lectures, maîtrisez votre sujet, sachez ce que vous voulez, mais l'expérience et le réseau du courtier immobilier restent fondamental pour vous. Merci. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements-là. Je pense que nous sommes vraiment en train de démystifier ce sujet-là. Pour moi, particulièrement, ça me semble de plus en plus accessible d'avoir toutes ces informations-là. Et pourquoi pas, ça nous donne également des idées. C'est ça le but, de pouvoir démystifier et par la suite que chacun puisse réfléchir à comment je peux faire également pour aller saisir ça. N'oublions pas, à l'Académie Kikemie, nous sommes toujours en mode comment je fais. C'est ça la finalité. Il ne faudrait pas qu'au sortir de cette conférence, une personne parmi nous n'ait pas une idée claire de qu'est-ce que je vais faire. Même si c'est un projet que vous allez mettre en place dans 5 ans, dans 10 ans, c'est déjà important que vous puissiez localiser ça, positionner ça quelque part dans votre subconscient. Donc, coach Laure, CEO, nous sommes pour la plupart, je pense, dans la diaspora. Quel conseil, de par ton expérience, quel conseil nous donneras-tu entre commencer à investir ici dans la diaspora ou commencer à investir en Afrique? Moi, personnellement, j'ai déjà ma petite idée, mais c'est important que de par ton expérience, tu nous dises avec des explications claires pour que les uns et les autres, on puisse sortir d'ici avec des conseils bien avisés. OK, merci pour cette question. Ce que je peux dire rapidement et que j'ai souvent dit, c'est que d'après moi, ça vaut la peine de commencer d'abord à investir ici. Pourquoi? Pour 2 raisons.
principales. La première raison, c'est que non seulement c'est très facile d'investir ici dans l'immobilier locatif. Si on prend par exemple ce cas-là, vous avez votre maison unifamiliale, vous êtes capable à partir de cette maison unifamiliale-là de pouvoir partir à avoir un immeuble. Alors, si vous êtes en train nous, hein, vous savez, à l'Académie Kikenien, l'idée c'est de pouvoir développer, n'est-ce pas, notre communauté. Et donc, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous investissez d'abord ici. Pourquoi? Parce que c'est un, sécuritaire d'investir ici. De deux, vous êtes sur place. Vous pouvez maîtriser tout ce qui s'y passe. N'est-ce pas? Les lois et règlements sont assez respectés. Donc, quand vous faites votre investissement est sécuritaire. De un. De deux, vous avez la possibilité du refinancement. Vous avez la possibilité de la vente. Vous avez la possibilité de la prise de la valeur de votre bien immobilier ici. On parle, n'est-ce pas, dans le Grand Montréal de 7 à 11% par année, selon, n'est-ce pas, votre bien immobilier. Donc, de 7 à 11% par année en termes, n'est-ce pas, de prise de valeur par rapport à votre immobilier. Donc, si vous êtes capable d'aller chercher, n'est-ce pas, cette prise de valeur, imaginez sur 5 ans, imaginez 5 ans minimum là, vous voyez déjà ce que vous êtes déjà en train d'être capable d'aller récupérer, n'est-ce pas, par rapport à la valeur que votre bien aura pris. Et n'oubliez jamais, hein, quand vous voulez le refinancer, n'est-ce pas, qu'on le refinance, n'est-ce pas, à la nouvelle valeur, selon, n'est-ce pas, la nouvelle évaluation de votre maison. C'est pour ça que je disais une fois de plus que c'est le moment parce que c'est la crise immobilière, les maisons sont en train de prendre des valeurs, les immeubles sont en train de prendre des valeurs qu'on ne pouvait même pas imaginer. Donc, c'est le moment parce que vous aurez des bons taux, des bons cash down par rapport à la prise de valeur, n'est-ce pas, de votre bien. Donc, c'est le moment d'aller les chercher et pouvoir les réinvestir. Très souvent, les gens me disent, Coach Laure, j'ai parlé même avec une amie dernièrement, elle me dit, écoute, je comprends bien ce que tu me dis, mais sauf que trouve-moi donc d'abord un immeuble et puis par la suite, je vais vendre ma maison parce que sinon, je m'en vais où? Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de... Je dis, mais justement, c'est ça le problème. C'est quand il y a la crise qu'il y a à faire. Il n'y a pas de maison, mais les gens sont pourtant en train d'acheter. Qu'est-ce qu'ils font pour acheter? C'est trop facile, trouve-moi une maison. Finalement, toi, tu auras fait quel effort? Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent et ils trouvent. Et ça se fait avec des personnes. Mais si toi, tu restes là, tu t'assois, tu dis, trouve-moi d'abord un immeuble avant que je ne vende ma maison. Parce que si je vends maintenant, elle me dit, si je vends maintenant ma maison, et après, je ne suis pas capable de trouver parce que c'est cher. Je dis, mais c'est parce que tu vas vendre ta maison cher aussi. Tu ne vas pas vendre ta maison moins cher. Sinon, quand est-ce que tu vas vendre ta maison? De vous à moi, tu vas vendre ta maison quand? Si tu as acheté ta maison dans le souci de te faire de l'argent, c'est quand que tu vas donc vendre ta maison? Si tu ne vends pas maintenant, où les taux sont bons, où les maisons ont pris de la valeur, c'est quand que tu vas vendre ta maison? On achète quand c'est bas, on vend quand c'est haut. Et maintenant, quand c'est haut, on peut vendre en même temps et on peut acheter en même temps. Pourquoi? Parce que si tu le vends quand c'est haut, tu rachètes, c'est parce que tu achètes à bon prix, parce que ce n'est pas en train de descendre, c'est en train de monter. Donc, si tu l'achètes aujourd'hui, ça aura pris de la valeur par rapport à l'année prochaine. Donc, d'une façon ou d'une autre, tu es en train de faire de l'argent. Maintenant, oui, il va falloir que tu trouves. C'est sûr que c'est un challenge de pouvoir trouver, mais ça se trouve. C'est quand même le petit prix que tu devrais payer pour pouvoir avoir cela. Donc, oui, il faut donc le faire d'abord ici. Tu le sécurises, tu sécurises ton argent, tu sécurises, n'est-ce pas, ton avoir. Et par la suite, tu peux donc, à travers tous les mécanismes qu'on s'est dit, c'est-à-dire que refinancement, vente, cash down que tu as pu avoir, aller maintenant en conservant, si tu ne vends pas en conservant ton bien, aller maintenant investir au pays. Maintenant, dans quelque chose que tu veux, parce que ici, tu as la capacité de créer ton cash down. Si, par exemple, tu avais 100 000 $ et puis tu dis, je m'en vais avec mon 100 000 $ investir au pays, tout de suite. Qu'est-ce qui va arriver à ton 100 000 $? C'est que tu t'en vas l'investir au pays, c'est terminé. Maintenant, si tu dis, non, moi, j'investis ça ici dans un immeuble et puis je décale, je vais aller au pays investir dans 3 ans, 4 ans.
tu vas encore avoir ton même 100 000. Je ne sais pas dans quelle affaire que tu auras mis 100 000 et directement au bout de 2 ans, 3 ans, aller chercher, n'est-ce pas, tout ton capital. Ça va être compliqué dans une situation où tu n'es même pas là. Donc, tu pourras maintenant aller chercher ça et tranquillement aller maintenant investir sur place au pays pour voir maintenant. Et encore, une fois de plus, tu viens d'assurer tes arrières parce que tu vas, n'est-ce pas, j'ai envie de dire dans la gueule de loup, mais c'est pas ça le thème. Je veux dire que tu vas dans un monde qui est assez compliqué, qui peut être assez compliqué pour toi. Bref, tu ne pars pas avec 75% de chance là. Donc, tu vas donc de façon sérieuse en sachant que tu vas donner ton 100%. L'entrepreneur, c'est le plan A, jamais le plan A. B. Donc, tu vas avec ton plan A et puis tu vas travailler pour voir ce que ça va donner. Et par la suite, n'est-ce pas, tu conserves encore ton bien de l'autre côté que tu peux encore refinancer à un moment donné pour pouvoir encore, c'est comme ta poule aux odeurs en fait. Donc, tu la construis d'abord et puis progressivement, tu t'en vas donc investir en Afrique, au pays. À travers cela, tu peux faire ça comme ça, très, très bien. Et puis, tu fais tes petits investissements et tout tranquillement. Si ça mord, tant mieux. Tu peux venir vendre la poule aux odeurs et puis aller grandir ton capital. Si ça ne mord pas, ce n'est pas la fin du monde. Tu auras géré ton risque à l'avance. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de façon ramassée, n'est-ce pas, sur cette problématique-là. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut commencer ici? J'insiste, je recommande, commençons ici pour se faire, n'est-ce pas, assurer nos arrières, être sûr, parce que c'est assez, on est sûr de ne pas, on ne va pas perdre facilement son argent ici. Prenons cela par la suite. Allons, n'est-ce pas, voir dans quelle mesure est-ce qu'on va contribuer de l'autre côté à pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus sérieux. Au moins là, tu n'es pas tout déséquilibré, là, tu as toute ton énergie de pouvoir le faire en sachant que, écoute, donc c'est un peu, moi, ma stratégie et c'est ce que je recommande. Parce que sinon, tu t'en vas au pays, là, beaucoup de gens, hein, on a souvent fait ça et puis c'est pas toujours ce qu'on pense. Ça, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Merci beaucoup. Moi, personnellement, je trouve que c'est définitivement, c'est vraiment l'un des moyens de vraiment poser des bases pour une potentielle richesse générationnelle. Parce que s'il faut en parler également de nos réalités chez nous en Afrique, on le sait, quand bien même tu as lancé des investissements, tu as construit là-bas, on connaît des réalités qu'on vit lorsque peut-être il arrive que tu décèdes. Parce que quand on parle de richesse générationnelle, ça veut dire que c'est quelque chose, c'est un actif que tu acquiers et qui, d'une manière ou d'une autre, tu t'assures qu'il est plus ou moins protégé pour qu'il puisse avoir une certaine pérennité. Très souvent, on a vu beaucoup d'investissements qu'on a lancés en Afrique. Du moment où l'initiateur n'est plus forcément là, ça commence à aller dans tous les sens. Et si, quelque part, c'était aussi pour léguer une certaine richesse à nos enfants, ça devient compliqué. Or, ici, on a quand même une certaine sécurité, on a quand même certaines lois qui sont bien claires et qui nous protègent d'une certaine façon, qu'on ne retrouve pas toujours chez nous, ou bien qu'elles existent même souvent, on a souvent comment dire, en tout cas, on n'est pas censé produire sur YouTube. Je préfère m'arrêter là. Je ne serais pas complètement d'accord avec toi à ce niveau. Pourquoi? Parce que la richesse générationnelle que nous devons créer, ce n'est pas à la diaspora. Il ne faut pas que ça soit à la diaspora parce que eux autres, là, je ne pense pas qu'ils en ont besoin. Hein. Écoutez, on est sur le live. Ce n'est pas, normalement, c'est n'est-ce pas, c'est dans notre communauté que nous avons besoin de créer cette richesse générationnelle-là. Donc, gardons vraiment à l'esprit que c'est un tremplin. Ça devrait être un tremplin pour pouvoir, n'est-ce pas, nous permettre de pouvoir le faire. De façon à ce qu'une fois ça n'a pas fonctionné, la deuxième, tu as au moins l'opportunité de pouvoir, de ne pas, n'est-ce pas, avoir les bras, n'est-ce pas, complètement, de ne pas trop savoir ce que tu fais, de ne pas être complètement déboussolé. Donc, l'idée, vraiment, c'est non. L'idée, c'est vraiment, c'est là-bas que nous avons des choses à faire. C'est là-bas qu'on doit développer, c'est là-bas qu'on peut faire même de la richesse. C'est là où on est capable de créer de la richesse. Et ce que nous avons pensé aussi là-dedans, c'est l'idée, n'est-ce pas, des partenariats. C'est pour ça même que l'Académie Kikemie
n'est-ce pas, existe dans la mesure où quand nous avons des étudiants, ils viennent de partout. Quand les étudiants sont bien formés et qu'ils ont une bonne éducation financière, à ce moment-là, on peut s'en servir pour en faire des partenaires sur le terrain. Donc, on peut partir, n'est-ce pas, des projets ensemble pour voir dans quelle mesure est-ce que on est capable de pouvoir ensemble créer, bâtir quelque chose sur le terrain. Si c'est parce que nous ne pouvons pas être là physiquement, eux, ils peuvent être là physiquement. Donc, s'ils sont là physiquement sur place, alors avec leur éducation financière, ils sont capables de mener à bien nos projets et nous pouvons de cette façon-là aller véritablement créer quelque chose parce que le problème, hein, c'est au niveau de notre éducation financière. C'est parce que les uns et les autres, très souvent en Afrique, dans nos communautés, ils n'ont pas la notion, n'est-ce pas, d'éducation financière. Ils pensent que c'est vraiment une évidence. On crée de l'argent ici, ça fait qu'on est capable d'aller leur donner n'importe comment. Ça fait de gâchis que nous connaissons. Et du coup, on n'arrive pas facilement à pouvoir créer de la richesse. Or, avec, n'est-ce pas, des étudiants de part et d'autre, on est capable de faire une bonne base en Afrique en s'appuyant sur eux pour pouvoir, n'est-ce pas, voir dans quelle mesure est-ce que on peut faciliter la création de la richesse de ce côté-là. Soyons-en sûrs, on a plus besoin, n'est-ce pas, de pouvoir, c'est où on a des facilités, des opportunités véritables. C'est sûr que le fait que les choses ne soient pas toutes réglementées, c'est encore ça une opportunité. C'est encore ça, ça représente une opportunité. Le fait que les choses ne soient pas complètement réglementées. C'est là où on peut vraiment se faire de l'argent. Et en plus, hein, si on sait que problème égale solution, je pense que c'est le lieu où on a suffisamment de problèmes à résoudre. Suffisamment de problèmes à résoudre. Chacun est capable de résoudre un problème en Afrique parce que oui, il y en a suffisamment. Donc, c'est le lieu par excellence pour pouvoir aller créer la richesse. Encore. Mais ça prend l'éducation financière de chacun des membres. Merci. Merci, CEO. Avec ces éléments que tu viens d'ajouter, c'est évident que nous avons besoin d'évoluer en partenariat, nous avons besoin d'être ensemble pour pouvoir vraiment aisément se projeter d'un pays à l'autre, de telle sorte que nos idées ne soient plus limitées par nos situations géographiques. Et vraiment, merci à l'Académie Kikenya de nous permettre d'avoir cette ouverture d'esprit-là. Et nous encourageons évidemment nos étudiants, les anciens, les nouveaux, les futurs, à vraiment voir en cette académie pas seulement une formation que je viens acquérir pour moi et puis aller réfléchir à ma vie dans mon coin, mais à vraiment pouvoir se mettre en confiance parce que nous avons au final le même mindset qui finit par être construit en nous et nous pouvons vraiment nous dire avec si tel qui est en Côte d'Ivoire à ce même mindset, comment nous sommes passés par le même moule, nous pouvons vraiment nous dire on se fait confiance et on y va ensemble parce qu'on sait déjà que on est en train de vouloir, on a une direction, on veut réaliser quelque chose. La plupart du temps, moi, je pense que les personnes qui sont en partenariat et dont les affaires ne tournent pas toujours bien, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde dès le départ. Donc, il faut toujours s'assurer de ça. Et je pense que ça serait un avantage pour tout investisseur. Contrôleur CEO, merci beaucoup pour tous ces éclaircies. Je ne sais pas si on peut se permettre de prendre deux questions qu'on a dans le chat. C'est Serge qui nous dit qu'il ne comprend pas bien, mais on devrait pouvoir trouver un intervenant. Nous devons pouvoir trouver dans l'intervention la réponse sans argent. Comment investir sans argent? Oui, je pense qu'on y a répondu parce que s'il faut que tu ailles dans l'immobilier locatif, que tu ailles chercher à prendre un immeuble d'1 million et que tu n'as pas forcément le minimum pour pour la mise de fonds de cet immeuble-là, de se mettre ensemble, par exemple, c'est une des stratégies qui a été évoquée ici, de se mettre ensemble, déjà, ça réduit la somme que tu étais censé pouvoir réunir à toi seul. Donc, c'est en fait une façon de nous faire comprendre qu'on ne doit pas avoir des dépenses, on ne doit pas être limité à se dire qu'on peut s'y mettre parce qu'il y a toujours une formule.
Du moment où on sait, comme on l'a dit dès le départ, peut-être tu n'as pas été là au tout début, mais tel qu'on l'a dit dès le départ, tout dépend de ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu pars chercher en te mettant dans cet immobilier locatif-là? Donc voilà ce que moi je peux donner comme réponse. Et il y a une deuxième question que je vais donner à la coach Laure. Là, je pense qu'il parlait du courtier immobilier. S'il travaille à la banque qui veut vous faire le prêt, est-ce qu'il vous trouvera sérieusement le bon taux sans vouloir vous faire prendre plus de sous qu'il n'en faut? Là, je pense que je comprends pourquoi il se mélange un peu parce que sa question, il parle, n'est-ce pas, du courtier immobilier, il veut parler peut-être du courtier hypothécaire. Je pense qu'il veut parler parce que là, il y a un courtier hypothécaire et il y a un courtier immobilier. Le courtier hypothécaire, Serge, c'est celui-là qui travaille à la banque, dans une banque. Et son rôle, c'est ça. C'est de t'aider à avoir un taux important, de 1, et de 2, ça veut dire par exemple qu'il peut t'aider selon, ils ont des critères à la banque. Et selon leurs critères, il peut dire, tel qui a telle quantité de revenus, on peut être capable de lui prêter 1 million de francs. Donc, ça, c'est d'un. Et de deux, il est capable de t'aider à négocier ton taux d'intérêt. Il peut dire, bon, les taux d'intérêt, maintenant, c'est, je ne sais pas moi, 4 points quelque chose, mais je vais voir comment est-ce que je serai capable d'aller te trouver 3,8. Bon, maintenant, il faudrait encore qu'on comprenne quelque chose à ce niveau-là. Une stratégie, une astuce, c'est que tous ces gens-là, ils ont toujours une marge de manœuvre avec laquelle ils peuvent jouer. Donc, c'est à toi de négocier. Si tu négocies bien, il est capable d'aller te chercher le maximum qu'il ne peut pas dépasser, de 1. Et oui, c'est de son intérêt que tu puisses avoir un prêt avec lui. Parce que c'est un prêt que tu vas rembourser. Il ne te donne pas le prêt gratuitement. Et même déjà, pour que tu aies un certain montant de prêt, il va falloir que tu montres certaines garanties. Sinon, on ne va pas te donner ce montant de prêt-là. Et de deux, toi, tu es un client qui l'amène à la banque. Donc, ça lui fait faire un chiffre d'affaires. Donc, oui, il a intérêt. Maintenant, toi, tu dois utiliser tous les éléments que tu as pour pouvoir négocier. Ça veut dire que quoi? Tu appelles d'autres banques. Les banques en ligne, souvent, vont faire des bons taux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en ligne. Ils ne payent pas les personnels physiques et tout. Très souvent, tous ceux qui travaillent en ligne font souvent des bons taux. Donc, il va falloir que tu voies tous ces éléments-là, tu magasines et que tu dises, même si tu es décidé de partir avec une banque, que tu lui dises que moi, j'ai vu telle banque-là, ils sont prêts à me donner à tel montant. S'ils te disent que oui, ils te laissent partir là-bas, c'est parce que, bon, il n'est vraiment pas capable de pouvoir te donner. Mais très souvent, ils font la concurrence. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que quand vous avez beau négocier, à un moment donné, ceux-ci vont avoir un petit taux d'intérêt légèrement bas, pendant que et ils vont récupérer ça. Ils vont vous faire un taux d'intérêt légèrement bas ici par rapport à l'autre banque, mais quand vous allez voir pendant tout le cheminement, vous allez voir que le taux d'intérêt que l'autre là est en train de vous faire, qui est légèrement au-dessus là, ils vont vous apporter une petite prime. Or, si vous venez chez nous, nous, on va vous donner 2500. Par exemple, on va vous donner 1500 après votre affaire. On va supporter les frais de 600. Mais je vous dis là, très souvent, quand vous regardez, vous voyez qu'ils ont diminué ici, mais ils ont récupéré ici. Ils ont récupéré ici, ils ont diminué ici. Donc, très souvent, ça se joue à des... Mais avec les banques virtuelles, vous pouvez aller chercher des taux d'intérêt importants parce que, comme vous savez, ils sont en ligne, n'est-ce pas, les charges sont assez moindres pour que vous puissiez aller trouver, n'est-ce pas, des bons taux à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le courtier hypothécaire. Donc, lui, il a intérêt à ce que tu fasses affaire avec lui parce que, un, tu es un client pour la banque, tu es un client pour lui aussi, parce que tu viens sous lui. Donc, ça lui fait faire des bonus là à la banque. Et donc, il va voir avec toi maintenant pour pouvoir aller chercher le taux, le bon montant auprès de la banque. Je vous dis là, c'est du réseautage. C'est important d'avoir un réseau. Très souvent, quand vous avez un bon réseau, on va vous montrer comment est-ce que vous allez disposer vos papiers. Qu'est-ce que vous allez donner, qu'est-ce que vous n'allez pas donner. Ça, là, vous me faites entrer dans ce que je ne voulais pas ici. Donc, on va refermer la parenthèse à ce niveau-là. Donc,
il y a, n'est-ce pas, tout un tralala. C'est pour ça que je parle, n'est-ce pas, de réseau. En fonction de votre réseau, en fonction de ce que vous avez comme information, ça fait toute une différence parce qu'il faut savoir ça. Et vous-même, avec vos lectures, vous allez comprendre comment le système fonctionne et vous allez comprendre ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire et comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aller avoir un bon prêt à la banque. Parce qu'on ne prête pas aussi à n'importe qui à la banque. Le prêt hypothécaire, ce n'est pas à n'importe qui qu'on va donner un certain type de prêt et un certain montant de prêt. Si vous êtes en couple, ça va vous demander si vous voulez le faire tout seul. On va vous donner des conseils à ce niveau-là. Votre réseau, votre courtier immobilier pourra vous aider à ce niveau-là. Si c'est lui qui vous met en relation avec le courtier hypothécaire, vous êtes encore meilleur parce qu'il s'occupe globalement de votre dossier avec les dessous. Maintenant, le courtier immobilier, c'est donc celui-là qui est sur le terrain. C'est lui qui vous aide à trouver la maison que vous voulez, à trouver l'immeuble que vous voulez, selon les conditions que vous lui avez données. Donc, lui, maintenant, sur le terrain, il va vous dire, vous voulez un immeuble de tel montant, OK, il va vous envoyer une liste d'immeubles et il va vous accompagner à aller faire des visites. Et ensemble, vous allez faire des calculs. Là, tu me présentes cet immeuble, qu'est-ce que ça va me donner? Là, tu me présentes tel autre immeuble, qu'est-ce que ça va me donner? Là, celui-là, je ne suis pas en train de voir même le financement, je ne vois même pas qu'il se finance. Il va vous montrer comment est-ce que vous pouvez ensemble, comme je vous disais là, sur le terrain, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir aller maximiser votre gain? Encore, mettez dans votre esprit, il doit être expérimenté, et il doit avoir un bon réseau. Si vous avez un courtier qui a ces deux éléments-là, alors vous êtes sur la bonne voie. Maintenant que si ce n'est pas votre premier immeuble locatif, vous avez déjà un certain nombre d'expériences dans ce domaine-là, vous pouvez donc aller avec votre feeling à ce moment-là. Mais moi, je me dis toujours, dans la mesure où je suis en train de, ce n'est pas moi qui va payer, n'est-ce pas, parce que je suis en train d'acheter, je ne sais pas pourquoi je me priverais des services d'un bon agent immobilier. Même ça peut me faire une compagnie, hein? Je peux le prendre. Ça fait une compagnie parce que parfois chercher, ce n'est pas la chose qui est facile, surtout de nos jours. Donc, vous avez besoin d'avoir quelqu'un avec qui vous cherchez ensemble. Ça peut vous galvaniser quand vous êtes déjà toute fatiguée. Il prend le relais, il vous envoie des choses, vous vous boostez, vous, n'est-ce pas, vous échangez, échange d'énergie. Donc, parfois, cet échange d'énergie-là est bien. Sauf qu'il ne faudrait pas avoir un mauvais courtier immobilier, par exemple. Si vous avez un mauvais courtier immobilier, ça peut vraiment faire mal. On a l'habitude de dire. Donc, faites vraiment attention d'avoir un bon courtier immobilier, n'est-ce pas, avec qui vous allez, qui va vous accompagner vers cette belle aventure que vous décidez de commencer. Je suis très contente. Pourquoi? Parce que je regarde le temps et puis je vois que nous sommes pratiquement dans les délais et je suis on ne peut plus contente parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir rester dans le 1 heure, de déborder, je ne sais pas moi, de 15 minutes, de 20 minutes, ce n'est pas la fin du monde, mais très souvent, on reste ici pendant 2 heures, 3 heures. Ça, c'est quelque chose qui m'embarrasse un peu. Donc, je voudrais te dire merci, hein. Je te tire un coup de chapeau, n'est-ce pas, Laurie, pour ce timing. Merci beaucoup, coach. Sans plus tarder, s'il y a d'autres questions ou d'autres réactions, nous les prenons. Si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez écrire dans le chat aussi, on va les lire. Sentez-vous à l'aise. Mais ça fait du bien hein, que vous ouvrez, n'est-ce pas, vos micros, que vous nous parlez. Je vois beaucoup de personnes, là, je suis vraiment enchantée. Je vois beaucoup de personnes qui nous ont rejoints pour aujourd'hui. Vraiment, on prend quelques questions hein, selon comment est-ce que vous vous sentez là ce soir par rapport à ce qu'on vous a donné. Et comme vous savez, nous sommes sur YouTube. Hein, donc, posez vos questions. On est là, on va les répondre. Oui, Serge. Bonsoir à tous. Bonjour par là-bas. Ici, là, c'est bonsoir pour nous. Il est minuit, là. Ah là là, ok. Bonsoir, je suis très contente de t'avoir. Surtout de savoir que tu tiens jusqu'à minuit. Hein.
Ça veut dire que tu portes vraiment un intérêt à cette thématique. Oui, justement. Et bon, c'est vrai que peut-être je vais devoir évoquer cela inbox. Une heure comme elle régulièrement tous les vendredis, ça ne nous arrange pas forcément, hein. Mais après, bon, comme on sait ce qu'on veut, on fait l'effort. Mais il va falloir peut-être qu'on s'entende sur l'heure qui va arranger et les Canadiens et les Camerounais, hein. Parce que là, le travail, en fait. Moi, il y a dû rentrer du boulot. Je suis parti faire sport. Je suis venu un peu dormir avant de me réveiller pour pouvoir suivre la conférence. Ok, on va prendre. C'est un peu égocentrique de mettre à 7 heures et ne pas penser à nous, quoi. on prend note. Bon, maintenant, la question, j'ai posé la question, mais il y a une dernière partie, sauf si c'est ce que le coach leur disait, ne pas vouloir entrer à l'intérieur, mais je vais m'assurer bien que c'est de ça qu'il était question. Elle a répondu au premier volet du taux, mais j'ai dit, s'il travaille pour la banque, généralement, s'il travaille pour la banque, il a aussi un intérêt à ce que la quantité d'argent que vous prenez, même si le taux est bas, soit important. Du coup, je me dis, est-ce que ce gars n'a pas vous faire prendre plus d'argent qu'il n'en faut pour le prêt? C'est-à-dire, il fallait peut-être 5 millions pour prendre une hypothèque, s'il y en avait fait des calculs assez simples, mais il vous réussit à vous faire prendre 5 millions 500. Donc, il y a 500 000 de plus qu'il ne fallait pas là, mais qu'il a réussi à vous faire prendre en prêt. Et donc, il va falloir rembourser quelque chose dont vous n'avez pas finalement pas besoin au départ. Pour le taux, j'ai compris le réseautage et autres, mais maintenant, pour la quantité d'argent qu'on met donc à disposition, est-ce qu'on peut faire confiance à ce courtier qui lui travaille plutôt à la banque? C'est un peu ça la question aussi, quoi. C'était une question à deux volets, quoi, si on peut dire ça comme ça. Non, je comprends ta question, mais une fois de plus, tu es en train de te mélanger. Parce que tu n'es pas en train de comprendre notre contexte ici. Je comprends très bien ta question. En tout cas, je vais essayer de reformuler pour voir si c'est ça que c'est où tu veux en venir. Parce que nous avons parlé de la mise de fonds, mais il y a encore des éléments dans la mise de fonds que nous n'avons pas, n'est-ce pas, détaillés. Pourquoi? Parce que au niveau de la mise de fonds, très souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on vous dit, vous devez mettre 5%. 5%, c'est pour des maisons unifamiliales. 5% le minimum. Ou alors, on vous dit que vous devez mettre 20% pour ce qui est, n'est-ce pas, d'un quadriplex en descendant. Ce qui arrive souvent, c'est que quand on n'est pas à l'aise avec le prêt, quand on ne connaît pas, moi, je me souviens, hein, quand j'achetais ma première maison, eux, ils voulaient absolument que je mette, n'est-ce pas, le 5%. Absolument. Et moi, de mon côté, j'avais envie de mettre 20%. Et je pensais que là, ils veulent que je mette de 5% simplement parce qu'ils ne veulent pas que je paye mon prêt. Mais pourtant, c'était avantageux pour moi. Si je connaissais bien ces affaires-là, comme aujourd'hui, je n'aurais jamais mis 20%, je n'aurais jamais voulu me mettre 20% parce que ça me donne un cash down pour pouvoir encore. C'est le cash down. Chaque fois que vous pouvez avoir du cash, il ne faut pas vous en priver. Donc, c'est bien plutôt si vous avez du cash. Pourquoi? Parce que vous voulez utiliser 5% ici. Vous pouvez encore, si vous avez 20%, ça vous fait déjà 3 maisons, hein, 5%. C'est sûr qu'il y a les taxes de bienvenue et autres qui viennent avec. Mais puisque vous ne connaissez pas, dans votre esprit, il faut que je mette beaucoup d'argent, il faut que je n'ai pas beaucoup de prêts que je paye. Hey, c'est parce on vit avec le prêt, c'est en fonction du prêt qu'on avance. Plus vous en avez, plus vous êtes riche. Parce qu'avec votre 20%, de mettre ça dans une mise de fonds, alors que vous pouvez le répartir sur 3-4 maisons. Vous venez d'avoir 4 maisons, c'est-à-dire peut-être 1 million là, de dollars, simplement avec un 20%. Bon, c'est sûr que les 5%, ça ne marche pas parce que 5%, c'est quand c'est ta première maison. Dès que tu veux prendre une maison qui est secondaire ou bien une maison locative ou quoi que ce soit là, ce n'est plus 5%, on s'entend. Mais ce que j'ai envie de dire à ce niveau-là, c'est que parfois, nous sommes intéressés à mettre une grosse mise de fonds. Et pourtant, ce n'est pas notre avantage. Parce que c'est nous qui mettons notre cash down. On a compris, n'est-ce pas, en éducation financière, qu'il faut tout faire pour avoir son argent, pour investir. Tout faire pour donc minimiser ce que tu peux mettre comme mise de fonds. Donc maintenant, si c'est un peu dans ce sens-là que tu voulais dire, voilà un peu ce que je peux te dire. Maintenant, quand tu dis que lui, puisqu'il travaille à la banque,
le courtier hypothécaire, pas immobilier, parce que le courtier immobilier ne travaille pas à la banque, il a le souci de vouloir te donner plus d'argent en termes de prêt. Non, on te donne un prêt en fonction de que tu es capable. C'est toi qui dois apporter des preuves qui démontrent. Très souvent, il y a les gens qui, n'est-ce pas, descendent sur le terrain, ils voient une maison, ça l'intéresse, on lui dit 1 million de dollars. Il arrive à la banque n'est pas capable de lui prêter 1 million ou bien même 800 000 pour que lui mette 200 000 et qu'il prenne la maison. La banque dit que non, tu n'as pas une capacité de 800 000. Nous, on ne peut pas te donner 800 000. On peut simplement te donner 600 000. Ils passent à côté. Beaucoup d'achats sont recalés comme ça. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle des pré-approbations, qui est vraiment une étape importante. C'est-à-dire que tu amènes d'abord tous tes papiers à la banque. Ce que j'ai envie de dire à Serge, c'est que si moi je rencontre un courtier hypothécaire comme celui dont tu dis là, parce que ça n'existe pas, moi je serais seulement contente parce que qu'il me fasse avoir un grand prêt, c'est ce que je cherche. Je voudrais, n'est-ce pas, que la banque, j'arrive à la banque là qui me dise que, mais Madame Laure Epiphanie, on est capable de vous prêter 1 million de francs. Je veux ça, 1 million de dollars. Je veux ça au jour d'aujourd'hui. On travaille pour augmenter notre capacité d'emprunt parce que c'est ta capacité d'emprunt qui te fait avoir, c'est ça qui détermine ta richesse. C'est ça que c'est un peu l'élément que je veux que tu perçoives ici. C'est-à-dire que plus tu es capable d'aller chercher gros à la banque, plus tu es crédible, plus tu es riche désormais. Dans le domaine immobilier, c'est même encore grave. Pourquoi? Parce que si je peux avoir 3, 4, 5 immeubles de 1 million, mais je suis riche à 5 millions de dollars. Or, la banque ne va pas me le donner comme ça. La banque va s'assurer, même si tel est que c'est des immeubles locatifs. Parce que tout ça, c'est en mon nom. C'est à moi que ça revient. Donc, la banque va s'assurer que le prêt que je veux donner à cette madame-là, est-ce qu'elle est capable de rembourser? Même si c'est à revenu. Parce qu'eux, ils ne sont pas tenus de savoir ce qui se passe entre toi et tes locataires. Si un locataire ne paye pas un jour, ça ne les intéresse pas. Eux, ils viennent couper leur argent tous les jours. Donc, c'est de leur ressort. Ils sont intéressés. Si toi, tu te bats, et que faire quand les revenus des loyers... attends, il y a des bonnes questions ici, là. Oui, bonsoir. Je pense que Linda a posé une première question déjà avant. Elle dit... mais il faudrait après payer. Donc, lorsqu'on va prendre, par exemple, 4 immeubles, supposons qu'on peut faire une mise de fonds de 5% ayant obtenu un 20%, il faudra payer le mortgage des 4 maisons. Et elle demandait donc d'où viendra le cash flow. Est-ce que ça viendra des loyers? Et j'avais commencé à lui répondre déjà et elle a ajouté la deuxième question. Donc, comment faire si ces revenus des loyers ne couvrent pas entièrement le mortgage? C'est donc pour ça que tu as besoin de faire des calculs en avance. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir un courtier immobilier. C'est à ça qu'il sert, pour que vous vous asseyez, vous fassiez des calculs, que tu t'arranges, que tu sois sûr que cet immeuble que je suis en train de prendre là, c'est à toi de déterminer ça avant. Tu fais tes calculs, tu dis, bon, moi, je veux un immeuble d'1 million et cet immeuble-là, mon mortgage va tourner autour de 3 700. Tu peux avoir toutes ces informations-là avant. Ça, tu peux appeler la banque pour leur dire, ils vont te faire des calculs selon le taux d'intérêt qui est là actuel, seulement que les taux d'intérêt montent. Ils vont te faire tous ces calculs-là. Ils vont te dire que cet immeuble-là, tu as besoin de payer exactement tel montant tous les mois. Et toi, maintenant, tu vas calculer avec les loyers qui sont là pour voir est-ce que tu es capable, toi, de financer cela avec ça. Encore, il faudrait que toi, tu puisses être crédible, que tu arrives à la banque et que la banque dit oui, j'étais donné 300 000 l'autre jour, oui, j'étais encore donné 300 000, oui, je peux encore te donner 500 000, oui, je peux encore te donner 1 million. Il faut que la banque, c'est en fonction de tes avoirs et des garanties que tu as, ton salaire et tout, qu'eux, ils vont s'asseoir pour calculer et dire, oui, oui, on est capable de lui donner parce qu'il est capable de s'en sortir. La banque ne gère pas s'il y a un locataire qui n'a pas payé. Ce n'est pas ses oignons. Donc, tout ça, ce sont tes calculs. Il faut que tu sois sûr que, c'est pour ça que tantôt on a dit, le lieu où tu vas prendre l'immeuble. Il faut que ce soit un lieu où tu sais que tu vas voir tes locataires. Maintenant, le type d'immeuble que tu vas prendre.
Tout cela, ça détermine cela. Si tu vas prendre un immeuble, je ne sais pas moi, vétuste, conditions, un genre, tout ça, est-ce que, selon que c'est l'endroit où ça se trouve, donc ça, ce sont tes calculs que tu fais en avance. Moi, je m'en vais, je ne sais pas moi, j'ai trouvé un bel immeuble, je ne sais pas, un vieux immeuble, je ne sais pas moi où là, et puis ça me coûte moins cher. Je décide d'aller prendre ça. OK. Est-ce que je vais avoir... Pour le moment, le problème ne se pose pas, hein. On est en crise immobilière. Partout où tu trouves une maison, là, c'est difficile de trouver un appartement vide. C'est très, très difficile pour le moment. Tout le monde réussit à trouver un appartement là où il va vivre. Donc, si tu as déjà cette opportunité-là, ça fait que ça, c'est un calcul que tu fais à l'avance avant de te jeter là-dedans. Il ne faudrait pas que tu sois mal prise à la fin de te rendre compte que là, tu ne peux pas payer les maisons. Non. La banque même, c'est pour ça la problématique qu'on a eue aux États-Unis en 2008-2009, la crise immobilière, c'était un peu ça, ce qu'on avait donné des crédits aux gens à tort à travers, ils n'étaient plus capables de payer. Ici au Canada, ça va arriver très, très rarement. Parce qu'une autre chose encore, au niveau des mises de fonds, on n'a pas parlé, n'est-ce pas, des différentes assurances PCHL et autres, pour voir, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on fait pour ne pas payer, n'est-ce pas, la prime de la PCHL quand on veut payer une maison? Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà? Est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce qu'il faut absolument prendre cette prime-là? Je vous ai dit, c'est très, très vaste, le domaine de l'immobilier. C'est pour ça qu'on essaie de s'y construire ça, pour essayer de donner, n'est-ce pas, des grandes lignes et de, n'est-ce pas, prendre des personnes qui veulent aller en profondeur pour pouvoir aller décortiquer et répondre vraiment à toutes les méandres des questions. Donc, à ce niveau-là, ce que je voudrais te dire, c'est que il faut faire ce calcul-là avant de se lancer. Ce n'est pas tout le monde. Tu peux même vouloir, tu arrives à la banque en fonction de ce que tu as. Même si tu as déjà une première maison, il y a des gens qui prennent des prêts qui partent mettre sur leur hypothèque. Parce qu'en mettant un prêt sur l'hypothèque, oui, effectivement, ça te fait avoir un petit taux d'intérêt. Mais sauf que tu es en train de grignoter dans ta banque. La banque que constitue, n'est-ce pas, ta première maison. Tu grignotes à l'intérieur. Quand tu t'en vas prendre un prêt de 25 000, tu t'en vas en vacances avec toute ta famille, tu peux mettre à l'intérieur. Ça, là, ça vient grignoter la banque que tu as. Le moment de refinancer, il y a déjà cette dette-là qui est là, qui peut faire toute une différence dans le montant que tu pourrais recevoir. C'était encore quoi l'autre question? Il y a une question avant celle de Linda, c'est MN qui l'a posée. Si on refinance notre maison, est-ce qu'on doit attendre que le marché de l'immobilier baisse pour acheter un immeuble ou bien il faut immédiatement acheter? Déjà, ce que je vais vous dire, c'est que c'est sûr que je ne lis pas dans une boîte de cristal, mais je ne vois pas le marché de l'immobilier en train de baisser. Parce qu'au Canada, à l'heure actuelle, au Québec, on a besoin de 100 000 maisons. 100 000 maisons à peu près. Donc, on a vraiment besoin. Au moins les 5 prochaines années, là, je pense que ça sera toujours à tendance haussière. Donc, si c'est à tendance haussière, si tu achètes aujourd'hui, ça veut dire que tu achètes bas. Si c'est en train de monter. Maintenant, vous avez vu, si vous êtes au Canada, si vous êtes, vous avez vu que la Banque du Canada essaie d'augmenter les taux directeurs. Pourquoi? Pour essayer d'augmenter les intérêts, afin que ça puisse empêcher, que ça puisse freiner la flambée des prix que l'immobilier était en train de prendre. Ça essaye de calmer les gens, parce que les taux d'intérêt étant hauts, tu achètes un immeuble qui ne se finance pas là. C'est-à-dire, parfois, tu as besoin de rajouter de l'argent à l'intérieur avant de pouvoir te retrouver. Donc, ça fait que c'est problématique. Donc, ils essaient de tenter de faire ça pour essayer de maîtriser, pour ne pas que la problématique soit beaucoup plus importante, parce que sinon, les gens ne sont pas capables d'acheter. Ça devient compliqué. Donc, si vous vendez votre maison aujourd'hui, je vous encourage de vendre votre maison, mais je vous encourage de magasiner. C'est-à-dire que vous ne vendez pas avant. Vous magasinez, vous trouvez une maison que vous allez acheter. Vous vendez votre maison aujourd'hui en 2 semaines. La maison est vendue. Quand elle n'est pas très... Parce que si elle est très, très intéressante, c'est une fin de semaine que ça vous prend pour vendre votre maison. Parce qu'il n'y en a pas sur le marché. Donc, c'est le moment de vendre et d'aller maintenant réinvestir dans quelque chose de plus grand. Puisque, disons que vous aviez acheté votre maison à 350 000. Aujourd'hui, vous la revendez à 650 000. Hey,
C'est parce que vous avez une grosse marge là que vous venez de faire. Soit vous la refinancez, soit vous la vendez, vous prenez ce cash down là, vous êtes capable de vous acheter quelque chose de 1 million et de plus. Et vous voyez donc que vous n'êtes plus, n'est-ce pas, à 300 000 là. Vous devenez tout de suite à 1 million. Vous avez augmenté votre richesse. Vous êtes passé d'un cap à l'autre. Vous pensez que quand je dis que j'ai 124 milliards, 1000 milliards, 124 000 milliards, ce n'est pas de l'argent déposé dans sa banque espèce, c'est tout ce qu'il a comme avoir qui représente ça. Donc, c'est en fonction de, c'est l'opportunité, n'est-ce pas, pour vous de valoir 1 million de dollars, au moins. C'est l'opportunité. Parce que déjà, si vous êtes à 1 million de dollars, vous voyez, donc, vous venez d'augmenter votre capacité d'emprunt, là. La prochaine fois, vous aurez une bonne capacité d'emprunt parce que là, vous êtes à 1 million de dollars. Vous tenez déjà à ce niveau-là. Je parle de ça à voix basse parce que c'est important. Je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez le comprendre. C'est important. Moi, j'ai des amis là qui m'appellent, je leur dis, vendez vos maisons. Vendez. Allez vous battre. Prenez 3 mois, 2 mois. Cherchez l'immobilier, des maisons plus chères. Vendez votre maison. Vous allez le vendre quand? C'est quand que vous allez vendre? Vous allez vendre quand? Au moment où les prix vont chuter ou alors vont être stables. C'est quand que vous allez faire de l'argent là-dedans? C'est le moment. N'oubliez pas. On l'enseigne à quelqu'un, mais on le martèle, on le répète. C'est pendant les crises qu'on fait des affaires. C'est pendant les crises. Chaque fois qu'il y a une crise dans un domaine quelque part, c'est le moment de rentrer dans ce domaine-là. C'est fait exprès pour ça. Donc, c'est le moment de rentrer là-dedans. Une autre question? Non, je pense que Charles Michel a répondu aux autres questions dans le chat. Hein. Je pense que c'est bon. Et que faire quand les revenus des loyers ne couvrent pas? Quand les revenus des loyers ne couvrent pas les dépenses? Est-ce que les fonds pris peuvent être redirigés? Je n'ai pas compris. Serge, est-ce que les fonds pris peuvent être redirigés? Je n'ai pas compris ta question. Je crois que Gilles a répondu, mais c'était du genre, en fait, bon, c'est vrai que je ne parlais pas des fonds en totalité, mais en partialité, parce que ça rejoint un peu la question précédente, disant que le courtier, bon, celui qui travaille à la banque qui m'aide à avoir le prêt là, j'ai fini par avoir une maison, mais sauf qu'après avoir acheté, il y a eu reste d'argent. Est-ce que je peux rédiger le reste? Mais là, directement, il m'a répondu comme quoi les fonds sont envoyés directement dans le compte de celui qui me vend. Ah! Donc, du coup, moi, j'étais en train de réfléchir. OK, d'accord, si la banque me donne plus d'argent que j'en ai besoin, du coup, j'achète la maison que je vais acheter et comme j'ai une activité secondaire ailleurs ou alors autre chose à faire, je prends les fonds et je suis en train de travailler avec, quoi. Non, c'est quand tu veux le refinancement, tu fais de ça ce que tu veux. Quand tu refinances ta maison, bon, quand je dis tu fais de ça ce que tu veux, une fois de plus, hein, c'est stratégique. Tu dois aller refinancer, remettre ça dans ta maison pour... Donc, à ce niveau-là, tu peux distraire quelque chose. Mais en réalité, comme il t'a dit, c'est vraiment... Ça se traite entre eux là-bas. Tu ne vois même pas, c'est les chiffres qui passent. C'est seulement les chiffres qui passent. Mais je vois quelque chose ici, comme s'il y avait une question de qui disait « J'ai déjà un cas. Tout ce qui a été calculé ne sont pas toujours les réalités que nous rencontrons avec, c'est Linda qui dit, avec les locataires. » Je n'ai pas compris. Est-ce que Linda, tu peux expliquer? Est-ce qu'elle est encore là ou elle est partie? Elle est là, mais je ne sais pas si elle peut ouvrir son micro. Linda, tu es avec nous? Allô? Oui, je n'ai pas bien compris. Vas-y. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Coach, la question, vous savez, il est 1h30. La question, c'est, nous avons déjà un cas, c'est-à-dire nous avons un immeuble. On a fait des calculs lors de l'achat. Mais, comme je dis,
c'est différent de ce que nous rencontrons parce que parfois, vous mettez par exemple des locataires et ce que nous avons calculé que nous devrons avoir comme revenu, parfois, c'est pas le cas. Parfois, nous allons en justice. Donc, en fait, il y a parfois des choses qui arrivent où les revenus faits par l'immeuble ne couvrent pas vraiment, je vais dire, le truc de mortgage, qu'on doit encore ajouter un peu d'argent pour pouvoir, euh, pour pouvoir payer le mortgage, quoi. Donc, ce qui Mais est un peu... il faut, Linda, il va falloir qu'à ce niveau-là, que je puisse comprendre un peu parce que nous, on a la possibilité d'avoir tout. Parce que quand tu achètes, à moins que tu me dises que tu as acheté et puis sans qu'il y ait des locataires à l'intérieur. Ça veut dire que tu as peut-être acheté un loft, tu t'es dit que tu vas le refaire et puis tu vas venir mettre des locataires et tu t'es mise à estimer que dans ce coin, les gens peuvent louer à comme ça, comme ça, comme ça. À ce moment-là, tu vas faire tes calculs à la baisse en te disant que les gens vont louer comme ça, comme ça. Parce que très souvent ici, quand tu prends un immeuble, très souvent, tu le prends déjà avec les locataires. Donc, tu sais exactement combien est-ce que ça coûte. Et aussi, ici, on a un autre truc, c'est que selon les secteurs, on sait exactement combien est-ce qu'à tel niveau, on est capable de payer un 4,5, un 5,5 ou un 6,5. Donc, tu te bases là-dessus. Et si maintenant, tu me dis que tu as pris un immeuble et que à la dernière minute, tu te rends compte que tu dois, parce que même si c'est un immeuble dans lequel tu dois rajouter de l'argent à la fin du mois, c'est parce que tu le sais en t'engageant là-dedans. Parce qu'il n'y a pas vraiment de frais cachés hein, dans l'immobilier. Tout ça, tu es capable de le savoir. Parfois, tu peux même demander même aux locataires qui sont à l'intérieur quand tu passes faire la visite, vous payez combien? Moi, je le fais. Vous payez combien ici? Il vous dit le montant qu'il paye. Et tu additionnes tout cela si tel est que sur les papiers, ce qu'on t'a donné comme montant ne correspond pas. Et encore chez monsieur le notaire, ça encore, ça se vérifie. On regarde bien pour s'assurer que lui, il avait écrit tant, tant, tant et qu'effectivement, tes locataires, ça te revient comme ça. C'est vraiment un cas, peut-être ça, c'est des choses qui pouvaient exister quand vraiment c'était la pleine crise. Il y avait peut-être beaucoup de logements et tout. Et puis, que peut-être tu as acheté un vieil immeuble et que tu as décidé de le rénover et que c'est toi qui veux mettre des locataires à l'intérieur et que quand tu faisais tes calculs, tu n'as pas pris en considération peut-être le prix le plus bas. À ce moment-là, ça se peut que tu puisses avoir des surprises, si je peux dire ainsi. Mais sinon, c'est tellement clair, les choses sont tellement claires que des surprises, c'est un peu difficile. Et l'autre conseil que je pouvais donner de façon générale, c'est que euh, je pense que ça va être l'objet d'un autre sujet. Ça va être l'objet d'un autre sujet. Quand on demande de quand rentrer dans l'immobilier versus, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat et tout ça, ça va rentrer dans un autre sujet parce que très souvent, les gens pensent que investir, c'est plus facile qu'entreprendre. Euh, Very difficult. Tous ces éléments-là sont vraiment à prendre en considération à un certain niveau pour se rendre compte que ça prend quand même un certain bagage. J'insiste là-dessus. Parce que les gens pensent qu'on peut se lever comme ça, tout de suite on se lance dans l'immobilier, machin, ça crée beaucoup, beaucoup de surprises, surtout quand on ne s'est pas préparé suffisamment pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Encore notre fameuse notion, n'est-ce pas, du mindset, very, very important, very important. Et comme je vous ai dit, hein, il y a beaucoup quand je dis les facilités, il y a beaucoup de subterfuges qu'on peut, n'est-ce pas, voir à l'intérieur. Ça, c'est ce que je pouvais dire sur cette question-là. Est-ce qu'il y a une autre question? Je crois que non. Vous m'avez aidé beaucoup, beaucoup. Je voudrais vous dire merci, Charles Michel. Merci beaucoup, tous ceux qui étaient dans le chat. Appelle l'optimisation qui est possible, mais ce n'est pas à l'ordre du jour ici. On pourra y passer à la séance prochaine. C'était quoi, là? La question, Linda, dans le calcul de la rentabilité d'un immeuble locatif, il y a généralement des marges dont on tient compte pour éviter d'être serré. Il y a des marges dont on tient compte pour éviter d'être serré. Beaucoup de marges, même déjà de prendre en considération au niveau des taux qu'on prend. Est-ce que c'est fixe? Est-ce que c'est variable? Ça, c'est important de pouvoir les prendre en compte. Parce que si un taux est variable et que subitement, c'est ce qu'on doit prendre et que le taux flambe, je ne sais pas moi, vous passez, vous avez pris votre immeuble à 3%, puis vous vous ramassez déjà à 7%, ça fait une bonne différence. Ça peut aller à 10%, ça fait une bonne différence. Où est-ce que vous faites, comment est-ce que vous faites pour pouvoir aller
Et ce que je voulais aussi dire à la fin, c'est que oui, on parle de l'immeuble locatif à ce moment, on parle de l'opportunité dans l'immobilier à ce moment, mais ne perdons pas de vue que euh, l'opportunité véritable dans l'immobilier à ce moment-ci, ce n'est pas pour aller chercher le cash down. Pour aller chercher le cash down à ce moment, c'est assez compliqué. C'est vraiment pour le moment, si c'est vraiment de constituer rapidement, n'est-ce pas, ce qu'on peut avoir comme garantie. C'est vraiment d'aller constituer, n'est-ce pas, d'aller grossir, n'est-ce pas, sa richesse pour le moment. C'est vraiment de l'opportunité, n'est-ce pas, si on peut dire, de peser plus, de passer vraiment de 300 facilement, n'est-ce pas, à 1 million, ce qu'on ne s'attendait même pas. On ne s'imaginait pas que quand on a pris cette maison à 300 000, on ne pensait même pas qu'on va la vendre aussi très, très rapidement comme ça à 350 000 et d'avoir un bon cash down comme ça pour aller prendre 1 million. On était loin de là. Là, on a cette opportunité-là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a saisit. Pour l'heure, là, ce n'est pas le moment d'avoir le cash down véritable dans l'immobilier pour le moment. Sauf si vous décidez de faire dans la réflexion tout de suite et vous mettez sur le marché. C'est-à-dire, vous achetez un vieux truc, vous essayez de retaper, tac, 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 tac. Vous partez, vous cherchez facilement un 20 000, 25 000. Pourquoi pas un 50 000? Parce que les prix sont bons. Donc, voilà un peu ce qu'on est capable de faire pour le moment. Mais si c'est pour un immeuble que vous voulez, quelque chose de bien, que vous attendez de faire de l'argent là-dessus, le cash down, ce n'est pas pour maintenant. Voilà, 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 on s'est battu à déborder quand même là. Je pense quand même que les questions qui nous étaient posées étaient Ouais, très intéressantes à aborder. ouais. Merci beaucoup à Charles Michel de nous avoir porté son coup de main dans le chat là. Coach Laure, j'aimerais te remettre la parole afin que tu puisses donner la conclusion. OK. Donc, merci beaucoup de vous d'avoir été présent avec nous ce soir, surtout de votre participation. J'ai beaucoup aimé. Quand on interagit comme ça, on comprend que c'est important, n'est-ce pas, ce qu'on fait ici. Ça nous donne, n'est-ce pas, du baume au cœur. Ça fait beaucoup de bien. On va donc déposer, probablement, on était en direct sur YouTube, ça va être là. Vous pouvez partager la vidéo, ça va faire du bien. N'oubliez pas aussi, n'est-ce pas, de vous abonner, n'est-ce pas, sur la chaîne. La vidéo qu'on a fait la dernière fois, malheureusement, a été par inadvertance supprimée, n'est-ce pas? Donc, malheureusement, ça fait qu'on ne l'a pas sur la chaîne, mais celle-ci, je pense qu'on pourra la retrouver. Donc, aidez-nous à partager, grandissons ensemble, c'est tout ce que je peux vous dire, en espérant que la colonne, une des colonnes, n'est-ce pas, a été suffisamment remplie. On se retrouve la semaine prochaine. Ça nous fait du bien également que vous nous proposez des sujets. On aura l'opportunité de pouvoir les traiter. Pour ceux qui ont rempli le Google Sheet pour pouvoir aller au-delà, dans le chat, on va vous contacter. On va regarder tout le monde qui a été intéressé pour contacter, pour pouvoir faire, n'est-ce pas, ce que j'appelle un 5 à 6, 5 à 6 entre nous et pouvoir aller en profondeur. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui nous ont écoutés. Merci Charles Michel dans le chat. On se retrouve vendredi prochain. Je vous dis vendredi 18 h, je vous attends. Connectez-vous et puis venez pour qu'on puisse apprendre et qu'on fasse grandir notre communauté. Bonne soirée, la famille. Bye bye. Bonne soirée à tout le monde. Ok, donnez-nous une seconde, on va mettre le lien du sheet là. Désolée, je pense on pensait l'avoir déjà mis. Ok, merci, Jeanne.
J'ai l'impression que ce lien n'a pas été bien copié, hein. Ça ne s'ouvre pas. Ok, Linda, est-ce que vous êtes dans notre groupe Facebook? On pourra le déposer dans le groupe Facebook. Ok, d'accord, je crois que c'est le bon là. C'est pas le bon. Je pense que c'est mieux de déposer le lien de notre page Facebook et ceux qui n'y sont pas pourront nous rejoindre là-bas. On va publier le lien pour la session en privé. Donc, je vous dépose le lien de notre page Facebook. Vous pourrez avoir plus d'informations là-bas. Voilà. Que je vous envoie le lien, je viens de le retrouver. Désolée d'avoir pris une seconde. Une seconde, je vous dépose le lien, le temps que je le copie là.
Ok, vous l'avez dans le chat là. Désolée du temps que ça nous a pris là. Je vais le déposer pour tout le monde. Là. Là, je pense que le sheet est disponible pour tout le monde là. Désolée encore pour le temps que ça nous a pris. Ok. Ok, une autre information pour ceux qui voudraient bien nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp, je vous dépose le lien pour avoir accès au groupe de développement personnel de l'Académie Kikemie. Donc, vous pouvez nous rejoindre là-bas et ça sera aussi plus facile pour vous d'avoir certaines informations à temps parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément sur Facebook et qui préfèrent utiliser WhatsApp pour avoir les informations. Donc, prenez la peine de copier ces deux liens. Le lien pour vous enregistrer pour la formation privée sur l'immobilier et puis le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp de Kikemie.